Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement concernant l'univers Terre et Espace. Et plus exactement, ce que nous allons voir ici, c'est la notion qu'on appelle le bassin versant. Et nous allons parler un peu plus tard de la notion des marées. Donc, comprendre ce que c'est que les marées, quand est-ce qu'elles ont lieu et tout ça. Donc, pour commencer, on va parler des bassins versants. Qu'est-ce qu'un bassin versant? Un bassin versant, si vous regardez bien ici, vous avez une image qui représente un relief géographique. Donc, c'est comme quand on regarde autour de nous, il y a des collines, il peut y avoir des montagnes, des rivières. Donc, tout ce relief-là, il représente donc des endroits qui sont en hauteur, d'autres qui sont plus bas. Et les bassins versants, qu'on appelle aussi des bassins hydrographiques, dont le mot hydro signifie l'eau, tout simplement, un bassin versant, c'est une zone géographique qui va regrouper toutes les précipitations qui vont tomber dans une région donnée. Si je prends par exemple toute cette région-là, que je vous pointe avec la petite main, toutes les eaux qui vont tomber ici sous forme de pluie, de glace, de neige, quelle que soit la nature de l'eau, elles vont toutes finir dans les parties les plus basses et au même endroit. Même chose de ce côté-ci du bassin, d'un autre bassin versant. Fait que toutes les eaux qui tombent dans toute cette zone-ci, elles vont toutes finir dans cette zone-là. Donc, c'est un peu la définition d'un bassin versant. Donc, vous avez ici, je reprends la définition donc, un bassin versant, c'est un territoire géographique qui regroupe tous les cours d'eau qui s'écoulent vers un même endroit. Encore une fois, nous avons ici un petit paysage qui représente des montagnes avec des petites maisons, une usine. Donc, toutes les eaux qui peuvent tomber dans cette région, elles finissent toutes au point le plus bas et elles partagent toutes le même point le plus bas. Ce point-là, il aura forcément un nom que je vous dirai tantôt. Et en même temps, si vous avez ici une image de côté, ok, nous avons deux bassins versants voisins. Et toutes les eaux qui vont tomber entre les deux, elles vont finir soit de ce côté-ci, soit de l'autre côté. On va comprendre ce que signifie cette limite-là entre deux bassins versants. En fait, c'est ce qu'on appelle les lignes de partage des eaux. Donc, la ligne de partage des eaux, c'est la limite entre deux bassins versants, à savoir que si une goutte d'eau, de pluie ou de neige va tomber ici, c'est clair que soit elle va se retrouver dans ce bassin versant, soit elle se retrouve dans l'autre bassin versant. Donc, ça s'appelle ligne de partage des eaux ou bien ligne de crête. Donc, il y a deux mots pour la désigner, les lignes de crête ou lignes de partage des eaux. On revient à notre paysage de tantôt. Je vous ai dit toutes les eaux qui vont tomber dans la partie bleue ici. C'est sûr qu'elles vont finir dans les petites rivières. D'abord, c'est des petits cours d'eau. Puis, plus ça grossit, ça prend l'allure d'une rivière, puis d'un affluent, d'un fleuve. Et pour finir, dans ce qu'on appelle une zone que l'on appelle l'exutoire. L'exutoire, c'est le point le plus bas du bassin versant. Lorsqu'on dit le plus bas, le terme adéquat, c'est aval. Et c'est pas comme l'aval, on s'entend. Ici, c'est aval. L'aval d'un bassin versant, c'est son point le plus bas où se retrouvent toutes les eaux de ruissellement. Que ce soit les eaux de surface, comprendre aussi que ça touche également les eaux qui sont souterraines. Parce qu'il n'y a pas que ce qui tombe au-dessus, mais il y a aussi ce qui s'infiltre sous la croûte terrestre. Il faut savoir aussi qu'il y a des rivières souterraines qui ont le même cheminement que les rivières qui sont en dessous et elles finissent tous vers un même point qu'on appelle l'exutoire. Donc, si je regarde mon bassin versant, on a le point le plus haut qu'on appelle ici l'amont. Cet amont, donc, ça représente le point le plus haut et l'aval représente le point le plus bas et souvent en aval, on va retrouver l'exutoire. Donc ici, je vous ai mis la définition de l'exutoire. C'est le point le plus en aval du bassin hydrographique par lequel passent toutes les eaux drainées par le bassin. Donc, tout ce qui tombe ici ou encore dans l'autre bassin versant, tous les deux finissent dans un même exutoire. Alors, là encore, je vous ai dit tout à l'heure que ça s'appelait ligne de partage des eaux ou ligne de crête. Donc, ça, c'est juste pour vous ramener vers la définition ici de ces deux-là.
Nous avons ici en face de nous un petit paysage encore assez classique d'un bassin versant. Fait que toute cette zone-là représente un bassin versant. On voit les nuages, donc toutes les précipitations qui ont lieu ici. Regardez, elles suivent toutes le même chemin et elles vont finir dans l'exutoire qui est ici en bas. Donc ici, la ligne ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux, encore une fois, ou ligne de crête, parce que l'eau qui tombe ici, soit elle tombe dans ce bassin versant, soit elles vont tomber en arrière de ce bassin, donc elles se retrouveront dans un autre bassin versant différent. Il y a aussi ici l'exutoire, évidemment. Ici, dans notre paysage, ce serait un océan, mais on s'entend que toutes les eaux finissent tôt ou tard dans un océan. Elles suivent le même chemin jusqu'à ce qu'elles se rendent au point le plus bas, qui est souvent un océan ou une mer. Et notre bassin versant ne concerne pas seulement ce qu'il y a en surface, mais encore une fois, je l'ai dit, pour les eaux souterraines, elles suivent aussi le même chemin pour terminer également dans l'exutoire. Il faut comprendre une chose. À quoi ça va vous servir de savoir tout ça? Vous avez un peu ici le type d'exercice qu'on pourrait vous donner au niveau du bassin versant. Par exemple, ça représente une usine. Ça, c'est une petite ville. Puis là, c'est une maison. On vous dira, par exemple, que cette usine va déverser par accident des produits nocifs dans l'eau et on vous demandera, est-ce que la ville a des raisons de s'inquiéter ou encore le petit village ici? Donc, à chaque fois, vos réponses ce seront en fonction, bien sûr, du déplacement de l'eau. On sait que l'eau va toujours du point le plus haut vers le point le plus bas, sachant que si l'usine déverse ici, le chemin de l'eau fera en sorte que les déversements iront directement dans l'exutoire. Donc, la réponse à votre question, ça va être non, la ville ne sera pas touchée parce qu'elle est située plus haut que l'usine. Ou encore, ce sera d'utiliser le terme adéquat de dire que la ville ici est située en amont de l'usine. Même chose pour le petit village ou la petite maison, elle ne sera pas touchée parce que l'eau ne va pas remonter, mais au contraire, l'eau descend. Et les polluants vont juste continuer leur chemin, ils vont pas remonter le fleuve. Donc, à ce moment-là, tu vas dire que oui, ici, le village ou la maison, elle sera épargnée, elle ne sera pas touchée parce que elle se situe encore une fois plus haut que l'usine ou encore elle se situe en amont de l'usine. Par contre, s'il y avait eu, mettons, une maison ici, ou encore un village, un autre village, à ce moment-là, ce village-là aura de quoi s'inquiéter parce que les déversements vont être directement dans le contexte du village. À ce moment-là, tu vas dire oui, il sera touché parce qu'il est situé en aval de l'usine ou au même niveau que l'usine. De toute façon, le cours d'eau qu'il partage sera pollué. Donc, à ce moment-là, ce village-là sera touché. Voilà donc un peu. Alors, si on passe maintenant à la deuxième notion qui est la notion des marées. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que ça signifie une marée. Je suis pas mal persuadée que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce phénomène-là. C'est très simple. Donc, les marées, voilà à quoi ça peut ressembler autour de vous. Regardez bien ce qui se passe ici dans une région du Canada qui s'appelle la baie de Fundy. Là, vous allez comprendre tout de suite ce que signifie ce phénomène-là. Donc, vous voyez bien qu'on a une zone en bord de mer qui est dégagée de toute eau, puis au bout de quelques temps, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, l'eau monte au point où on ne peut plus accéder à pied, mais plutôt en barque. Et au bout de quelques temps encore, regardez, l'eau se retire et les gens peuvent venir visiter cette région-là. Il faut savoir aussi que dans cette région du Canada, qui se trouve dans le Nouveau-Brunswick, on enregistre les plus hautes marées au monde. C'est des marées qui peuvent dépasser les 17 mètres. C'est quand même excessivement grand. Voilà donc pour les marées. Donc, juste pour visualiser à quoi ça ressemble. OK? Donc, je reviens à ce que je disais.
le phénomène des marées. Donc, qu'est-ce que c'est le phénomène des marées? Si vous voyez la petite animation ici, vous voyez la Lune, ça c'est la Lune, et regardez ce qui se passe à chaque fois qu'elle se trouve à proximité de l'eau, ben, on voit que l'eau, elle est comme attirée par cette Lune-là. Ben, en fait, les marées, c'est le mouvement ascendant puis descendant des eaux des mers et des océans. Ascendant signifie monter. Descendant, c'est clair que l'eau descend. Donc, le petit renflement ici, c'est le mouvement ascendant. Et lorsque ça baisse, c'est un mouvement descendant. On le voit de manière spectaculaire au niveau des mers et des océans. À quoi est dû ce mouvement-là? Ben, il est causé par l'effet conjugué des forces de gravitation de la Lune et du Soleil. Donc, ce mouvement-là est dû bien sûr à l'attraction que provoque la Lune et le Soleil sur les eaux des mers et des océans. Mais du fait que le Soleil est beaucoup plus loin par rapport à nous que ne l'est la Lune est bien plus proche, ben souvent on ne parle que de l'attraction de la Lune parce que l'attraction de la Lune est 400 fois plus grande que celle du Soleil. L'attraction, je parle de l'attraction, bien sûr qu'elle exerce sur les eaux. Donc, en continuant, qu'est-ce qu'on va constater? Là encore, on a une image des marées. Donc, une fois que l'eau s'est retirée, voilà ce que ça donne. Et quand l'eau est là, c'est comme si tout était couvert. Ça, c'est du côté de Saint-Jean. Maintenant, on parlait de l'influence de la Lune sur les eaux. Ben, ces petits anneaux bleus représentent les eaux d'océan. Donc, si la Lune se trouve dans cette zone-là, toutes les eaux qui sont dans cette région-là ben, sont attirées vers elle. Ce qui connaît ce qu'on appelle un renflement des eaux, donc il va conduire à ce qu'on appelle une marée haute. OK? Et le même phénomène est observé tout de suite de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire que si on est sur le même axe que notre Lune, ben de l'autre côté aussi, nous avons une marée haute. Donc, si tu as une marée haute ici, tu auras une marée haute de l'autre côté, tout simplement. À 180 degrés de là, tu as une marée haute. De même que, voilà, on explique pourquoi maintenant ici, c'est sûr que c'est la Lune qui attire ces eaux-là, mais pourquoi ici les eaux sont-elles dans une situation de renflement? Ben, tout simplement parce que l'eau qui n'est plus attirée par ici, là, elle n'est plus attirée par la Lune, eh ben, elle se retrouve à tomber ici, formant un renflement de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Puis, par la suite, vous avez ici un dessin qui vous montre comment déterminer la position des marées en fonction de la position de la Lune. OK? Ici, si j'ai la position de la Lune de ce côté-ci, ça veut dire que dans cette zone-là, j'ai une marée haute et de l'autre côté aussi à 180 degrés, j'ai une autre marée haute. Même chose si la Lune est là. Donc, on a une marée haute de ce côté et une marée haute de l'autre côté. Entre deux marées hautes, il y a 12 heures. Un petit schéma ici pour vous montrer qu'est-ce qui se passe, quel est le temps entre deux marées hautes. Entre une marée haute et une marée haute, ben, c'est 12 heures, OK? Maintenant, entre les deux, il va y avoir une marée basse. Donc, ça veut dire que si je me réveille à 6 heures du matin, je suis dans une marée haute. Ben, 6 heures plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'eau va se retirer, je serai dans une marée basse. B représente marée basse. Puis après, au bout de 6 heures plus tard, l'eau va monter de nouveau et je serai de nouveau dans une marée haute. Donc, vous voyez, entre deux marées hautes, il y a 12 heures. Maintenant, après la marée haute, ben, qu'est-ce qui va venir? C'est une marée basse et ce sera 6 heures plus tard. De même qu'entre deux marées hautes, il y a 12 heures, entre deux marées basses, il y a aussi 12 heures. C'est 6 plus 6, ça nous fera 12 heures. Donc ça, c'est pour le temps qu'il y a entre les marées. Maintenant, que se passe-t-il? Comment ont lieu les marées et quel type de marée on enregistre en fonction de la présence de la Lune? Si l'on est dans une phase de pleine Lune, la pleine Lune, c'est quand tu regardes le ciel et que tu vois la Lune, elle est ronde, elle est belle, elle est brillante, OK? À ce moment-là, on a un genre d'alignement comme ceci. Lune, Terre, Soleil. Et
Ça veut dire que notre planète subit à la fois et l'attraction du Soleil et l'attraction de la Lune. Ça nous fait des marées hautes qui sont extrêmement hautes et ça s'appelle des marées de vive eau. On appelle aussi communément une super marée, mais ça s'appelle des marées de vive eau. Même chose quand on a cet alignement-là, Soleil, Lune, Terre, et ça c'est quand on est dans la nouvelle Lune. Ça veut dire que quand tu regardes dans le ciel, il n'y a pas de Lune du tout. Donc à ce moment-là aussi, on enregistre les plus hautes marées aussi, qui sont des marées de vive eau. Et pour votre information, lorsqu'on a ce type d'alignement, les marées sont à leur maximum. Donc, j'ai une marée haute ici, une marée haute ici, mais la marée basse, elles seront où dans ce cas-là? Ben, on voit ici, le renflement de l'eau est au plus bas. Donc, à ce moment-là, à 90 degrés de la marée haute, ok, on a un angle droit. Ici, j'ai une marée basse et là encore, j'ai une marée basse. Donc, marée haute, marée haute, marée basse, marée basse. H ici, B ici, B ici. C'est toujours comme ça. Il y a un angle droit entre une marée haute et une marée basse et il y a 180 degrés. Elles sont sur la même longueur, sur une même droite, les deux marées hautes. Encore une fois. Donc, maintenant, que se passe-t-il quand on a ce type d'alignement? Soleil, Terre, Lune. Donc, le tout se trouve dans un angle droit à 90 degrés l'un de l'autre. OK? Donc, à ce moment-là, où est-ce qu'on enregistre des marées hautes? Ben, c'est toujours du côté où la Lune se trouve. Donc, la marée haute est là. Et ici, c'est la marée basse. Pourquoi le Soleil n'influe pas? Encore une fois, parce que le Soleil est extrêmement loin de nous. Donc, ce qui fait que son attraction sur les eaux est vraiment faible par rapport à celle de la Lune. Donc, on a des espèces de marées hautes ici face à la Lune, dans les zones ici. De l'autre côté également. Donc, vous voyez, sur la même longueur, on a des marées hautes. Mais à 90 degrés de là, ici, c'est une marée basse. Ici, c'est une marée basse. Maintenant, comment on appelle ce type de marée? Ce sont des marées où il y a un genre de concurrence entre la Lune et le Soleil, fait que l'eau n'est pas extrêmement attirée. On appelle ce genre de marée des marées de morte eau. Ben, c'est des marées, oui, mais elles ne sont pas très, très grandes. Elles sont quand même de faible amplitude, tout simplement. Donc voilà, en ce qui concerne les marées, maintenant quand est-ce qu'on enregistre ces marées-là, ce type de marée de faible amplitude, ben lorsqu'on a le dernier quartier de lune ou encore le premier quartier de lune comme tantôt. C'est-à-dire qu'on est à la moitié de la lune, à la première moitié de lune ou à la dernière moitié de lune, tout simplement. Voilà donc pour les marées, puis c'est ce qui va clore un peu notre sujet. Et que je vous souhaite une bonne écoute, puis faites vos exercices. S'il y a des questions, ben vous n'avez qu'à contacter vos enseignants. Merci.